Et si la véritable ligne de fracture en Afrique de l'Ouest ne se situait pas entre putschistes et démocrates, mais entre ceux qui parlent pour le peuple et ceux qui l'écoutent encore vraiment? Aujourd'hui, alors que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest célèbre son 50e anniversaire avec faste à Abuja, le décor est posé. Discours savamment rédigés, serments réitérés, élites rassemblées pour chanter les louanges d'une institution qui s'est longtemps présentée comme le bouclier de la démocratie régionale. Au même moment, à Bamako, l'ambiance est tout autre. Loin des festivités, les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel se retrouvent dans l'urgence et la tension, concentrés sur la survie, la sécurité et la souveraineté. Ici, chaque mot pèse lourd, chaque décision semble suspendue dans le silence d'un sommet où le futur paraît incertain. Deux visions du monde se font désormais face. D'un côté, la CEDEAO s'appuie sur les procédures, les élections et la reconnaissance internationale pour justifier son autorité. De l'autre, l'AES puise sa légitimité dans un soutien populaire massif, forgé par la lassitude et la colère d'années d'insécurité et de promesses oubliées. Dans les rues désertées par les anciennes institutions, ce ne sont plus les technocrates qui sont acclamés, mais les militaires. Non par nostalgie de la discipline, mais parce qu'ils incarnent une rupture radicale, une dernière chance de reprendre la main sur leur destin collectif. Pourtant, cette fracture dérange. Beaucoup refusent encore de la nommer, préférant ignorer l'évidence. Mais une question s'impose, brûlante. Si la CEDEAO parle vraiment au nom des peuples, pourquoi ces décisions ne provoquent-elles que silence ou colère, tandis que ceux qu'elles condamnent sont accueillis en héros au Sahel? Ce paradoxe révèle un divorce profond. La légitimité ne s'arrache plus dans les salons officiels, mais dans la rue, au cœur des foules. S'obstiner à ignorer ce basculement, c'est prendre le risque de perdre bien plus qu'un débat politique. Ce sont la souveraineté de millions d'individus, la stabilité de toute une région et la possibilité même d'un changement réel qui sont en jeu. Tant que la vraie voix du peuple restera confisquée ou ignorée, toute solution sera condamnée à l'impuissance. Mais comment en est-on arrivé là? Pour comprendre la profondeur de cette rupture, il faut revenir sur les promesses et les échecs qui ont préparé ce basculement. Comment la CEDEAO est-elle devenue si déconnectée des peuples auxquels elle devait offrir stabilité et espoir? Il y a un demi-siècle, sa naissance incarnait l'utopie d'une Afrique de l'Ouest unie, prospère, enfin maîtresse de son destin. L'organisation s'inspire alors des modèles occidentaux: démocratie procédurale, bonne gouvernance, stabilité institutionnelle, sous le regard approbateur des puissances du Nord. Tout semble impeccable sur le papier. Élections périodiques, constitution rédigée, traités signés, conférences internationales relayées par les médias. Les dirigeants promettent réformes et prospérité dans l'éclat des caméras et la bénédiction des bailleurs étrangers. L'image rassure, soigneusement entretenue, mais elle masque une autre réalité. Dans le quotidien, la façade de progrès s'effrite. Pour des millions de familles, la démocratie se vide de sens. Les revenus stagnent, les prix flambent, les écarts entre riches et pauvres s'approfondissent. La corruption devient ordinaire, sans punition réelle. Les promesses s'accumulent, mais le concret ne suit pas. La lassitude grandit, la colère s'installe. Regardons le Bénin, cité en exemple. Certes, les scrutins sont organisés, mais l'espace politique se referme. Les opposants sont marginalisés, les voix discordantes muselées, la contestation réprimée. Une démocratie de façade où la peur et la frustration remplacent lentement l'espoir. À l'inverse, en Guinée-Bissau, l'instabilité règne, succession de coups d'État, gouvernance impossible à ancrer. Là aussi, les citoyens restent piégés dans un système qui n'assure ni leur sécurité, ni leur avenir. Face à ces dérives, la CEDEAO choisit trop souvent la prudence. Elle évite d'affronter ceux qui verrouillent la vie politique derrière une vitrine civile. Mais qu'un uniforme surgisse, qu'un coup d'État éclate, et la réaction devient immédiate. Sommet d'urgence, menace de sanctions, indignation affichée au nom de la démocratie. Cette différence de rigueur n'a pas échappé aux populations. L'institution, autrefois perçue comme protectrice, est vue désormais comme un arbitre partial, éloigné des réalités vécues. Année après année, sa légitimité s'est dissoute parce qu'elle a cessé d'écouter les besoins concrets des citoyens et de défendre leurs intérêts essentiels. Pour mieux illustrer ce divorce, prenons un exemple concret vécu par de nombreux jeunes Nigérians. En 2020, lors des manifestations End SARS, des milliers de jeunes descendent dans les rues pour demander justice et gouvernance responsable. La CEDEAO publie un communiqué prudent, appelant au dialogue mais sans action concrète ni pression sur les autorités. Cette réaction timide a renforcé le sentiment que l'organisation est déconnectée des aspirations de la jeunesse,
priorisant la stabilité à court terme au détriment de la justice sociale. Si la CEDEAO et ses pairs persistent à ignorer la majorité silencieuse, elle risque de n'être bientôt plus que des vitrines vides, accélérant la décomposition sociale et la fragmentation régionale. Dans cette brèche, l'AES apparaît et prétend offrir une alternative. Mais cette nouvelle alliance saura-t-elle vraiment répondre aux espoirs profonds des populations, ou n'est-elle qu'un autre mirage ? Tant d'espoirs déçus et de frustrations accumulées rendant la promesse d'une alternative séduisante. Pourtant, derrière le discours, l'AES porte-t-elle vraiment un projet différent, ou risque-t-elle de reproduire les mêmes impasses ? Pourquoi soudainement la voix de la rupture portée par l'Alliance des États du Sahel résonne-t-elle si fort ? Cette question traverse toute l'Afrique de l'Ouest, ébranlant des certitudes longtemps tenues pour acquises. L'Alliance, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et le Niger, n'est pas née d'un rêve d'unité ou d'un grand projet. Elle est le fruit d'un rejet viscéral d'un système perçu comme inefficace, lointain, abîmé par trop d'échecs répétés. Pour ses dirigeants, la légitimité ne vient plus de bulletins validés par des observateurs étrangers, mais d'une urgence: survivre, protéger, restaurer la dignité perdue. Des décennies de désillusions ont miné la confiance des populations. Les promesses n'engagent de plus que ceux qui veulent encore y croire. Le soutien populaire n'est donc ni aveugle ni acquis. Il est pragmatique, presque conditionnel. Ce que la rue réclame, ce ne sont plus des discours, mais des résultats tangibles, ici, maintenant, pour échapper à la peur et à l'humiliation quotidienne. 3 mots reviennent comme un leitmotiv entêtant: souveraineté, dignité, sécurité. Ils ne sont pas que des slogans. Ils incarnent le refus d'être encore mis à l'écart, le désir de reprendre la main sur son destin. Si le discours de la rupture séduit, c'est moins par idéalisme que par lassitude, voire par colère contre une routine qui n'a rien réglé et a souvent trahi. Pour illustrer cette attente de résultats concrets, prenons le cas de la gestion de la sécurité alimentaire dans le Sahel. Lorsque le Niger a lancé un programme d'irrigation autonome, hors des circuits classiques contrôlés par les institutions régionales, les populations locales ont vu rapidement une amélioration de l'approvisionnement en eau. Ce sont ce type d'initiatives, directement liées au quotidien, qui cristallisent désormais le soutien ou la défiance à l'égard des nouveaux pouvoirs. Face à l'isolement, l'Alliance des États du Sahel cherche ailleurs ce que l'Occident n'a pas su offrir. Elle se tourne vers la Russie, la Chine, non par fascination, mais par nécessité aiguë. Il ne s'agit pas d'aimer ces nouveaux partenaires, mais de répondre au plus pressé: la sécurité, la stabilité, la survie. Par exemple, le choix du Burkina Faso de confier la sécurisation de certaines zones minières à des partenaires russes a suscité des débats intenses. Certains y voient une perte d'indépendance, d'autres un mal nécessaire pour protéger la population d'attaques répétées. Ce dilemme illustre la complexité des arbitrages actuels. En face, la CEDEAO campe sur sa posture de gardienne de l'ordre établi. Son langage, fait de procédures et de principes, paraît de plus en plus déconnecté de la souffrance et de la colère qui montent dans les rues. À force de parler au nom des peuples sans être entendue, l'institution risque de perdre ce qui lui restait de crédibilité. Le vrai danger maintenant, confondre la rupture avec la solution. La population pourrait troquer une dépendance ancienne contre une dépendance nouvelle, ou voir un autre autoritarisme surgir derrière les drapeaux de la souveraineté. Sous la pression de l'urgence, il y a le risque d'oublier ce qui compte vraiment, la voie vers une réelle émancipation pour ne plus jamais subir. Mais la crise ne se limite pas à une bataille de discours, elle se joue aussi sur le terrain, où chaque décision a des conséquences immédiates et parfois irréversibles. Pour saisir l'ampleur de ces conséquences, rappelons-nous l'effondrement du Mali en 2012. L'intervention militaire étrangère, censée stabiliser le pays, n'a fait que déplacer les lignes de front et aggraver la méfiance entre population et institutions. Ce précédent historique sert d'avertissement. Les choix faits sous la contrainte peuvent enfermer une société dans une spirale de dépendance et d'instabilité. Et si la fracture entre la CEDEAO et l'AES faisait basculer l'équilibre mondial, ce n'est plus un simple dossier régional. La rupture secoue les piliers de l'ordre global, du Sahel jusqu'aux centres de pouvoir mondiaux. L'influence française et américaine, longtemps maîtresse de la région, vacille. Moscou s'impose, Pékin investit massivement, d'autres acteurs frappent à la porte. Les alliances se recomposent férocement, tandis que Bamako, Ouagadougou et Niamey revendiquent le droit de choisir librement leurs partenaires. Mais ces secousses dépassent les chancelleries. Elles bouleversent les flux migratoires, fragilisent la sécurité des frontières et fragmentent les réseaux économiques. Les routes s'obscurcissent, les murs montent et l'incertitude s'infiltre dans la vie de millions de familles.
Prenons l'exemple du marché du coton au Burkina Faso. La rupture des liens économiques traditionnels avec la France a forcé le pays à rechercher de nouveaux débouchés vers l'Asie. Si à court terme, certains producteurs ont bénéficié de prix plus élevés, la dépendance à de nouveaux marchés a créé des incertitudes sur l'emploi local et la stabilité des revenus. Ce genre de transformation impose une vigilance constante, car chaque choix géopolitique a des répercussions directes sur le panier de la ménagère. Jusqu'à présent, la CEDEAO rassurait les puissances occidentales. Elle stabilisait, filtrait et contenait les crises. Désormais, avec l'AES, cet équilibre s'effondre. La région devient imprévisible, échappant à tout contrôle centralisé. À Paris comme à Washington, l'inquiétude monte. L'onde de choc va plus loin. L'exemple de l'AES enflamme d'autres sociétés, qui questionnent la légitimité de leurs propres dirigeants. Le doute s'installe, la contestation grandit, et l'éventualité d'un effet domino plane sur l'Afrique de l'Ouest. Ce modèle peut-il aboutir à un hiver noir ? Les risques sont vertigineux. Chaos politique, affrontements armés, fractures ethniques exploitées par des puissances extérieures et pillage des ressources. Derrière le rêve de souveraineté, certains redoutent la spirale de violence ou la dépendance renouvelée. Le pire danger, n'avoir fait que changer de maître ou sacrifier une paix imparfaite à une guerre totale. La survie des sociétés ouest-africaines se joue ici. Choisir l'émancipation réelle ou tomber dans une nouvelle subordination, sous d'autres drapeaux. Pour illustrer ce scénario, rappelons-nous la Libye après la chute de Kadhafi. La quête de souveraineté avait nourri les espoirs, mais l'absence d'un projet collectif solide a plongé le pays dans l'anarchie, les milices et le chaos. Ce parallèle historique alerte l'Afrique de l'Ouest sur les dangers d'une transition mal préparée. Au cœur de la tempête, une question obsède tous les esprits. Existe-t-il un chemin hors de la soumission et des désillusions sans fin ? La réponse ne se trouve pas seulement dans les échanges diplomatiques, mais dans la capacité des sociétés à se réinventer et à reprendre la parole. Car c'est dans le tumulte de la crise que s'ouvrent parfois les portes d'un avenir véritablement choisi. Comment éviter que la rupture ne devienne une impasse, ou que la révolte ne s'installe comme une nouvelle routine ? Cette question est au cœur du bras de fer entre l'Alliance des États du Sahel et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Car, sans tirer les vraies leçons du passé, le risque est réel de s'enfermer dans une boucle tragique, domination cachée, espoir trahi et effondrement répété. Première leçon. La souveraineté authentique ne s'obtient pas en remplaçant un partenaire étranger par un autre, qu'il soit occidental, russe ou chinois. Elle exige de bâtir des institutions capables d'évoluer, d'intégrer la diversité et de s'adapter aux crises. Sans systèmes ouverts et souples, aucun changement de drapeau n'apportera ni stabilité ni dignité durable. Pour rendre cela concret, regardons le Ghana. Après la crise politique des années 80, le pays a misé sur la décentralisation et la responsabilisation des collectivités locales. Cette réforme, appuyée par la société civile, a permis une gestion plus transparente et une plus grande implication citoyenne. Le résultat, une stabilité politique relative et une confiance restaurée entre les gouvernés et les gouvernants. Ce modèle, loin d'être parfait, montre que la refondation institutionnelle peut produire des effets durables. L'Alliance des États du Sahel ne doit pas être considérée comme une solution finale, mais comme une question posée à toute la région. Le défi essentiel n'est pas tant la rupture, mais la gouvernance qui lui succède. Qui décidera ? Qui défendra les libertés ? Qui demandera des comptes ? Si le pouvoir se referme sur un nouveau cercle restreint, la frustration renaîtra inévitablement. Il est temps de repenser le pacte social. Cela implique de rendre la parole et le pouvoir aux citoyens au-delà des slogans ou des consultations de façade. Les peuples doivent pouvoir demander des comptes, corriger la trajectoire et reprendre la main lorsque le pouvoir s'égare. Sans ce retour de la souveraineté populaire, toute promesse de changement restera illusion. La refondation des institutions devient cruciale. Réformer la justice, le Parlement, l'administration, c'est le passage obligé vers une légitimité retrouvée. Sans consentement populaire, la stabilité n'était qu'un mirage, prêt à disparaître à la première crise. Les institutions doivent redevenir des outils au service du peuple, et non des remparts pour une élite ou une nouvelle caste militaire. Pour avancer concrètement, plusieurs étapes pourraient être envisagées. Premièrement, instaurer des mécanismes de contrôle citoyen sur les finances publiques inspirés du modèle sud-africain où des commissions indépendantes publient régulièrement des audits accessibles à tous.
Deuxièmement, encourager la formation de coalitions de la société civile capables de relayer les doléances des villages reculés jusqu'aux capitales. Troisièmement, rendre obligatoire la consultation populaire avant toute décision majeure, comme cela s'est fait en Suisse lors de référendums nationaux. Il y a un danger à tout réduire à la logique du remplacement. Écarter un partenaire ou un chef impopulaire ne suffit pas si le système demeure figé. L'ennemi, ce n'est pas toujours l'extérieur. C'est parfois la paralysie interne, quand la révolution accouche d'une nouvelle immobilité malgré l'espoir initial. Pour sortir du cycle infernal, il faudra écouter vraiment les attentes profondes des populations. Réformer avec courage, même si cela dérange des intérêts puissants. Et surtout, s'unir sur l'essentiel, au lieu de se perdre dans les slogans ou les querelles de légitimité. C'est la seule voie pour transformer une rupture en une renaissance durable. Si l'Afrique de l'Ouest échoue à tirer ses leçons, la prochaine crise ne sera qu'une redite, avec d'autres acteurs, les mêmes déceptions et davantage de vies brisées. Mais il reste encore une marge d'action, à condition de ne pas manquer le prochain tournant. Le temps presse. Chaque hésitation accroît le danger d'un retour en arrière. Mais il existe encore des chemins possibles, à condition d'oser les emprunter. Le futur appartient à ceux qui refusent de se taire quand tout semble joué d'avance. La crise de l'Afrique de l'Ouest ne se résume plus à une opposition entre militaires et civils, ni même entre démocratie et dictature. Elle pose une question vitale. Qui peut encore prétendre parler au nom du peuple quand les institutions paraissent sourdes à la détresse collective ? Désormais, la bataille se joue sur le terrain de la légitimité. La CEDEAO s'accroche à ses procédures, à l'ordre hérité, à la reconnaissance extérieure. L'AES, elle, brandit la colère de millions de femmes et d'hommes lassés par l'insécurité, la pauvreté, la trahison des promesses. Pourtant, la vraie fracture traverse chaque famille, chaque ville, chaque campagne. Elle sépare l'espoir de dignité de la réalité du quotidien. Ce ne sont pas seulement les élites qui s'affrontent, mais tout un peuple qui réclame sa place dans l'histoire. Refuser la fatalité, ce n'est pas choisir un camp, ni céder à la haine. C'est oser interroger ceux qui parlent au nom de tous. C'est confronter les beaux discours à la dureté des faits. C'est exiger que la voix populaire cesse d'être étouffée, qu'elle ne soit confisquée ni par les institutions, ni par la force. L'Afrique de l'Ouest n'a pas à se soumettre à des modèles venus d'ailleurs. Elle porte en elle la force d'inventer une voie nouvelle, où l'État répond enfin à ceux qui luttent pour vivre, où la voix collective n'est plus un slogan mais un levier pour transformer le destin. À ceux qui croient que rien ne changera, il faut rappeler que l'histoire n'est jamais écrite d'avance. Se dresser contre la résignation, c'est déjà poser la première pierre du changement. La voix du peuple décidera, survivre à l'histoire des autres, ou commencer enfin à écrire la sienne. Pour conclure, gardons en mémoire que chaque crise, aussi profonde soit-elle, recèle en son sein une opportunité de refondation. L'Afrique de l'Ouest, forte de ces épreuves, peut choisir de dépasser l'affrontement stérile entre institutions désavouées et ruptures hasardeuses. Elle peut, par des pas concrets, renouer avec ses traditions de dialogue, de solidarité et de responsabilité collective. Un exemple inspirant se trouve dans les pratiques ancestrales de Palabre, où chaque membre de la communauté, du plus humble au plus puissant, pouvait s'exprimer jusqu'à ce qu'un consensus soit trouvé. Remettre au goût du jour ces traditions, les conjuguer avec les outils modernes de participation citoyenne, c'est peut-être là le secret d'une légitimité durable. Car au fond, la démocratie ne se résume pas à un bulletin de vote ou à une alternance formelle. Elle se nourrit de la capacité à écouter, à s'adapter, à s'entraider. C'est dans ce retour à l'écoute véritable que se jouera le sort de millions de vies, et peut-être d'un continent tout entier. La page de la résignation peut être tournée à condition d'oser écrire la suivante ensemble. L'Afrique de l'Ouest est à la croisée des chemins. Le vrai choix, ce n'est pas entre l'Est et l'Ouest, entre militaires et civils, mais entre le silence subi et la parole partagée. Alors, qui écoutera vraiment le peuple ? Qui lui permettra de reprendre la plume de son histoire ? C'est à chacun d'y répondre dès aujourd'hui